Merci beaucoup Fabrice, merci également à Barbara Forest et au musée pour l'invitation. Et oui, alors je vais avoir une approche beaucoup plus monographique que les deux présentations de ce matin, puisque je vais me concentrer effectivement sur ce dialogue qui existe entre l'œuvre de l'artiste japonaise Yayoi Kusama et donc également l'œuvre de Lewis Carroll et plus précisément Alice au Pays des Merveilles. Alors moi, Kusama, je suis la Alice au Pays des Merveilles des temps modernes. Nous pouvons donc lire cette exclamation de l'artiste dans la version illustrée par ses soins du roman de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Mais la première véritable occurrence... Oui, pardon, je vérifiais juste que ça marchait. La première occurrence d'Alice dans l'œuvre de Kusama est sans doute lors de la performance Anatomic Explosion at Alice in Wonderland, qui a lieu le 11 août 1968 à Manhattan, et donc, comme vous pouvez le voir plus précisément, devant la statue d'Alice au Pays des Merveilles, qui se trouve à New York, à Central Park. Alors, si ces deux références au personnage d'Alice semblent assez évidentes, on constate que le dialogue que Yayoi Kusama entretient avec Lewis Carroll, et donc plus particulièrement le personnage d'Alice au Pays des Merveilles, est présent dans nombre de ses œuvres, tout au long de sa carrière, de manière parfois plus subtile et indirecte que ces deux œuvres dont je viens de vous parler. Il s'agit donc également... Voilà, ce qu'on connaît, enfin ce que je pense que vous connaissez plus et mieux, qui sont justement ce motif des dots ou des poids, qui sont désormais donc sa marque de fabrique assez incontournable et qu'elle reproduit de façon obsessionnelle et qui sont le fait de visions hallucinatoires, mais aussi une exploration d'espaces immersifs et perceptifs qu'elle va développer dès la fin des années 1960 et pour lesquels elle est très connue aujourd'hui dans le milieu des expositions et des musées. Et donc qui sont notamment construits, je reviendrai dessus, à partir de miroirs ou de dispositifs lumineux qui vont troubler les sens des visiteurs. Mais également, ce dialogue a lieu avec le lien que l'artiste entretient avec la nature, qu'elle soit animale ou végétale. Nous verrons également que Kusama fait partie de ces artistes qui se sont évertués à écrire leur propre légende, ce que Gérard Weichmann appelle notamment le storytelling de Kusama et particulièrement de sa folie. En effet, un aspect important de la biographie de l'artiste, et je reviendrai dessus, est sa maladie mentale. Elle souffre notamment de troubles obsessionnels et de dépersonnalisation qui vont justement provoquer ces hallucinations à la fois visuelles et sonores. Petit détail de sa vie, elle réside en hôpital psychiatrique depuis 1977, de son propre choix, à Tokyo. Et où en fait elle a toute liberté d'aller et venir et d'aller travailler dans son studio en face de l'hôpital psychiatrique. Alors cette folie créatrice qu'elle explore à travers un monde fantastique lui permet également de déjouer un petit peu les tourments de son inconscient et ce qui lui a justement souvent valu d'être considérée comme la digne héritière du mouvement surréaliste. Voilà, ici je vous montre une œuvre que j'ai d'ailleurs découverte en fait en préparant cette communication et où on retrouve justement, je pense notamment à certaines œuvres qu'on a vues ce matin à l'exposition, cet aspect, ce mélange à la fois d'éléments abstraits et d'éléments qui sont en lien justement avec la psyché par exemple, avec les papillons et des formes très organiques et morphiques. Et donc, très souvent, je vous le disais, elle a été reliée d'une manière ou d'une autre au mouvement un petit peu surréaliste tardif qui renouvelle les mécanismes du rêve et les théories notamment de la psychanalyse freudienne. Mais elle n'est pas non plus sans rappeler l'univers onirique et la folie qui envahit les personnages de Lewis Carroll et d'Alice au Pays des Merveilles. S'il ne fallait citer que la Reine de Cœur, le Chapelier Fou, éventuellement le chat et pourquoi pas Alice elle-même finalement. Et si on a bien tenté des fois de rattacher Yayoi Kusama à différents mouvements artistiques, que ce soit l'art minimal, conceptuel, le pop art ou le happening dans les années 60 et 70, le psychédélisme également, le féminisme ou encore
néo-surréalisme, elle est tout cela à la fois et pourtant reste inclassable. Et donc il me semblait assez intéressant justement d'analyser et d'étudier un panorama de son art et de son œuvre à travers l'œuvre de Lewis Carroll. Oui, je me suis permis de reprendre ce qui avait été publié par le musée, et donc ce dialogue de fous entre guillemets. Mais je ne veux pas fréquenter des fous. Vous ne pouvez pas vous en défendre. Tout le monde est fou ici. Je suis fou. Vous êtes folle. Et effectivement, Yayoi Kusama se revendique comme totalement folle et embrasse sa folie justement pour créer. Alors, quelques mots peut-être avant de voir justement ces différentes thématiques dans son œuvre sur sa biographie. Elle est née donc au Japon en 1929 à Matsumoto, qui est plutôt un milieu rural en fait du Japon. Et en fait, son enfance va être marquée de plein fouet avec la Seconde Guerre mondiale. Enfant, jeune adolescente, elle travaille notamment à l'usine pour créer notamment des parachutes pour l'armée. Ce qui va participer très certainement à ses revendications antimilitaristes et pacifistes lorsqu'elle est à New York dans les années 60. Alors, autre élément marquant, c'est sa relation à sa mère, qui est une femme autoritaire et maltraitante, qui n'a eu de cesse de réprimander et de maltraiter sa fille, notamment pour ses excentricités. Lorsque enfant, elle fait l'expérience de ses premiers épisodes hallucinatoires. Elle a une dizaine d'années. Donc elle se livre assez facilement justement à ce sujet. Je vous lis une citation. Un jour, après avoir regardé une nappe à fleurs rouges, le plafond, les poutres et les fenêtres se sont recouverts du même dessin. La pièce, mon corps et l'ensemble entier étaient remplis par ces fleurs. Je n'existais plus. J'avais atteint un état infini, un temps éternel, un univers absolu. Ce n'était pas une illusion, c'était réel. J'étais stupéfaite. Si je ne parvenais pas à m'échapper, alors je risquais d'être prisonnière de ce sort envahi de fleurs rouges et j'allais mourir. Sans plus réfléchir, je me suis mise à courir vers les escaliers. En regardant vers le bas, j'ai vu les marches s'effondrer une à une, entraînant mes jambes, provoquant ma chute dans tout l'escalier. Je me suis foulé une jambe, dissolution et accumulation, prolifération et séparation. J'avais une sensation de réintégration de particules, d'échos venus d'un univers invisible. Alors peut-être je peux ouvrir une parenthèse, c'est que tout en introduction, je parlais justement de cette création d'une légende de l'artiste. Bien évidemment, il est très difficile de savoir ce qui relève de faits réels autobiographiques et ce qui va relever d'une écriture de sa propre histoire à travers justement à la fois sa folie et également des références directes, notamment à Lewis Carroll. Donc ici, l'art va véritablement devenir son refuge, sa thérapie, et elle intègre très rapidement un jeune adulte au département d'art de l'université de Tokyo, et elle dit: peindre était la seule façon de me garder en vie, ou à l'inverse était une fièvre qui m'accumulait moi-même. Et donc avant de faire partie de l'avant-garde des années 50, l'artiste va suivre une formation assez traditionnelle en peinture japonaise qu'on appelle le Nihonga. Mais en réalité, elle va très vite être attirée par la liberté artistique de cette époque-là des États-Unis. Va s'installer donc à New York en 1958 après avoir notamment échangé avec Georgia O'Keeffe qui essaye un peu de la dissuader justement d'aller aux États-Unis, mais en fait Kusama est vraiment avide en fait et à la fois d'une scène artistique avant-gardiste et également en fait très rapidement d'une reconnaissance et d'une recherche véritablement d'une célébrité artistique. Alors, une fois à New York, en parallèle de sa production picturale qui est saluée par des artistes et par des critiques de l'époque, notamment Donald Judd et Lucy Lippard, ses liens en fait avec la culture hippie vont la pousser à développer la pratique du happening ou de la performance. On trouve les deux en fait pour décrire ses œuvres et qui est pratique qui est initiée notamment par Alan Capro dès la fin des années 1950. Alors entre 1967 et 69, elle va organiser justement une série de performances qui ont lieu dans l'espace public. Elle est accompagnée de danseurs et de volontaires
qui vont en fait, voilà, je vous montre quelques captures de vidéos ou bien plus précisément de photographies, pardon, de ces Anatomic Explosion, hein, c'est le titre pour cette série, où on voit justement l'artiste en extérieur, en espace public, ici sur le pont de Brooklyn, où en fait les danseurs et les performeurs vont être nus et elle va leur peindre justement les fameux poids, les fameux dots sur leur corps. Donc toute une série, performances également qui vont avoir lieu à Wall Street par exemple. On a également une intervention devant les portes du MoMA. Donc voilà, il y a aussi vraiment une volonté de contestation et de revendication, de liberté d'expression. Et l'idée, c'est vraiment de s'inscrire justement dans ce contexte à la fois artistique et social qui est celui de New York, notamment les revendications et contestations contre la guerre du Vietnam, par exemple, à cette époque-là. Et également, vous l'aurez compris, dans ces corps nus, sur une toile de fond de libération et de révolution sexuelle. Donc cette performance, Anatomic Explosion at Alice in Wonderland, a lieu, comme je vous le disais, le 11 août 68, devant la statue d'Alice au Pays des Merveilles, qui est située à Central Park et qui date de 1959. Et ici, en fait, le contenu à la fois, je vous le disais, donc de ces revendications politiques vont se mêler à l'aspect ludique finalement, à travers également les masques que vont porter les danseurs, qui représentent des figures politiques de l'époque, Fidel Castro ou encore Jackie Kennedy. Et pour chaque événement, en fait, l'artiste va diffuser des petits flyers en fait qui vont inviter les gens à venir participer à la performance. Et j'ai mis en gras en fait certains éléments qui vont faire référence justement à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, au-delà du fait effectivement qu'on est devant cette sculpture. Me mettant en scène, moi Kusama, folle alliée, avec ma troupe de danseurs nus. Que diriez-vous d'une promenade à Central Park où l'on vous servira du thé gratuit sous le champignon magique de la statue d'Alice au Pays des Merveilles? Alice était la grand-mère des hippies. Quand elle était petite, Alice fut la première à prendre des médicaments pour grandir. Moi, Kusama, je suis l'Alice au Pays des Merveilles moderne. Comme Alice qui passait à travers les miroirs, moi, Kusama, qui vit depuis des années dans ma célèbre chambre entièrement recouverte de miroirs, j'ai créé un univers de fantaisie et de liberté. Mon univers est peuplé d'un groupe de danseurs et danseuses nus, ornés de vrais pois peints à la main. Vous aussi, vous pouvez rejoindre mon audacieuse danse de la vie, peindre la belle blonde Lydia Lee, peindre vos amis, vous faire peindre par vos amis, tous ensemble, dans l'absolu, amour, 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 j'en ai peut-être oublié un, je ne sais pas. Rendez-vous à la statue d'Alice au Pays des Merveilles à Central Park, le dimanche 11 août à 17h. En raison de l'heure, il vous sera offert du thé. Et donc elle cite ces danseurs. Et je fais également une petite parenthèse. Il me semble que c'est la duchesse, notamment dans Alice, qui parle qui dit que tout sera résolu par l'amour, quelque chose comme ça. Donc voilà, on retrouve aussi cette ambiance peace and love de l'époque qu'on peut voir dans ce petit communiqué de presse. Alors, hormis en fait la sculpture qui représente explicitement Alice au Pays des Merveilles, on va retrouver, je vous le disais, plusieurs éléments qui vont rappeler l'univers onirique de Lewis Carroll, la folie revendiquée par Kusama, l'épisode du Tea Time, évidemment, qui fait référence à l'ingestion de substances, notamment hallucinogènes, là dans le cas de Kusama, qui va altérer, modifier la perception de la réalité. Également, les références qu'on a dans Alice au Pays des Merveilles, sait-on véritablement ce qui se trouve dans le thé du chapelier ou dans le narguilé de la chenille, et bien évidemment le motif du champignon et tout ce que Alice ingère pour la faire grandir ou rapetisser. Alors, je signalerai également la mention du miroir, en fait, mais élément sur lequel je reviendrai pour d'autres œuvres.
Je voudrais effectivement revenir à la folie qui est évoquée par Kusama et qui va se traduire notamment par ce qui est aujourd'hui, je vous le disais, sa signature, les fameux poids qu'elle va répéter à l'infini, en série, et comme elle le dit de façon obsessionnelle. Donc là, lors de la performance sur les corps des danseurs. Dans ce tableau, en fait, je vais juste revenir, voilà, dans ce tableau vivant, qui est l'Anatomic Explosion, on va retrouver des références, je vous le disais, notamment politiques. On notera justement ce jeu de mots entre atomique et anatomique, en référence bien évidemment à Hiroshima et à Nagasaki. Dans ce rituel de body painting, l'artiste va renouveler cette expérience de hallucinatoire, de reproduction du motif des poids qui vont s'accumuler de manière sérielle. Alors après, plus ou moins, ça dépendra des œuvres, on le verra dans un instant, de manière plus ou moins exacte. Alors la prolifération du motif va participer justement à sa théorie de la self-obliteration, donc auto-effacement de soi, qui est une théorie un petit peu paradoxale, je vous le cache pas, puisque l'idée en fait justement, ça va être de faire proliférer le motif qui va recouvrir la surface, se multiplier, donc la surface des corps lors des performances, mais également la surface picturale parfois, ou également dans les environnements, on le verra dans un instant. Mais cette idée d'auto-effacement, c'est justement de se faire disparaître derrière le motif et de supprimer le jeu. Elle dit « mon moi était éliminé », donc dans une démarche de désubjectivation, ce qui peut être aussi un petit peu paradoxal, puisque le cœur d'une performance, c'est de mettre en avant le corps et justement de ne pas forcément disparaître dans l'acte performatif. Donc cette démarche va participer justement de son processus de guérison, qui va être une forme d'art-thérapie pour elle et qui va lui permettre de se confronté à ses propres obsessions plutôt que justement de souffrir de cette folie. L'idée également va être de surmonter cette dépersonnalisation qui est une forme de détachement de soi au monde et de névrose obsessionnelle à travers justement ces performances et par la suite les installations immersives qu'elle va créer. Alors elle raconte justement un épisode de son enfance, et ici je reviendrai dessus, mais je vous ai mis une des pages en fait de l'illustration d'Alice au pays des merveilles qu'elle a fait. Je la cite: quand j'étais petite fille, j'étais cernée par plusieurs centaines de violettes dans un jardin fleuri. Les violettes, avec leurs expressions troublantes, discutaient entre entre elles, excusez-moi. Je me suis aussitôt lancée dans des dialogues spirituels avec elles et me suis entichée d'elles, attirée dans l'éclat de l'illusion, loin de ce monde. Donc ça, c'est un extrait qu'on retrouve dans son texte qu'elle écrit en 1975, l'Odyssée de mon âme troublée, et qui, quelque part, fait écho, bien évidemment, aux aventures d'Alice. Alors l'expérience onirique enfantine va être ici transposée à la pratique artistique et notamment au motif des poids et à la théorie de la self-obliteration. Alors, présent dans la performance, le motif des poids va également être présent dans les environnements immersifs que l'artiste va développer à partir de la fin des années 1960, avec ce qu'elle appelle les Infinity Rooms. Et ici, je vous montre donc une des toutes premières qu'elle va développer, qui s'appelle Peep Show ou Endless Love Show, et qui fait directement référence à une iconographie pornographique, puisque l'idée c'était justement de pouvoir ne mettre que son œil à travers un petit trou pour pouvoir regarder à l'intérieur de l'installation. Et donc à l'intérieur, c'est une multiplication de miroirs qui va jouer justement sur les effets de perception et de multiplication visuelle. Donc l'idée, ça va être justement d'apporter ce côté kaléidoscopique à l'œuvre et qui va provoquer justement
une diffusion à la fois des poids et d'une lumière artificielle et de susciter en fait des troubles de la perception chez le visiteur qui va reposer sur cette expérience du visible, du sensible. Et je cite notamment Barry Schwartz dans l'ouvrage de Robert Masters, L'art psychédélique, lorsqu'il écrit « Le happening, l'environnement et l'art psychédélique sont tous trois capables de modifier le comportement, les choix et les habitudes de l'individu qui y participe ou qui est sensible à cet art sans changer matériellement son état physique ». Donc l'idée c'est ça en fait, c'est de troubler la perception à travers des dispositifs visuels et parfois pour elle hallucinatoires. Alors le miroir va participer justement à ces effets d'illusion d'optique et de l'expérience immersive, onirique, voire hallucinatoire de ces espaces sensoriels d'un monde parallèle que l'on retrouve bien évidemment dans Through the Looking Glass de Lewis Carroll. Et donc l'idée du miroir va engendrer une modification des comportements et va permettre justement de basculer de l'autre côté dans cet espace illusoire. Alors ce sont en général des espaces clos, accessibles par une porte unique, et ici je vous montre par exemple le Infinity Mirror Room Fallis Field de 65, où en fait elle va démultiplier des sortes de tubercules à connotation phallique sur le sol, et dont les dimensions vont varier, qui sont construits en tissu blanc rembourré recouvert de pois rouges, et dont les reflets vont se multiplier quasiment à l'infini dans les miroirs disposés sur les parois latérales. Donc l'idée va être de s'immerger dans ce paysage coloré, et le visiteur à la fois va devenir l'objet et le sujet de ces environnements, dans une expérience à la fois sensorielle intense et unique. Donc elle va démultiplier en fait ces environnements. Ici notamment le jardin de Narcisse, où elle utilise la surface du miroir. Ou encore ici en 91, la Mirror Room Pumpkin, puisque la citrouille est un motif qui revient énormément, on va le voir dans les œuvres par la suite. Et ici, c'est une version qu'elle présentera notamment en 93 à la Biennale de Venise. Où en fait la pièce est recouverte, comme vous pouvez les voir, de pois noirs sur un fond, on va dire jaune citrouille. Et en fait, à l'intérieur de cette première pièce, vous le voyez, c'est la seconde, c'est une boîte en fait qui est à l'intérieur de la pièce et où le visiteur va pouvoir regarder et découvrir un champ infini de citrouilles. Ici notamment, ce sont des œuvres qui ont été reproduites et réexposées assez régulièrement. Et donc ici, où elle joue beaucoup de se déguiser et de se faire prendre en photo justement devant ses œuvres ou dans ses œuvres. Et ici, une réinterprétation plus récente, en 2016, Infinity Mirror Room, All the Eternal Love I Have for the Pumpkins, qui va commencer justement à travailler de plus en plus sur les effets notamment lumineux et de lumière artificielle. Donc en 2011, l'artiste va créer des nouvelles versions en fait, et notamment à la Tate de Infinity Mirror Room Filled with Brilliance of Life, qui reprend ces dispositifs de miroir qui vont recouvrir donc les pièces. Mais ici, en fait, l'idée n'est plus de regarder à l'intérieur d'une boîte, mais au contraire de s'immerger dans l'installation, dans l'environnement lumineux. Et où en fait les reflets des lumières vont se démultiplier dans les miroirs pour donner justement aux visiteurs une impression d'être au cœur d'un espace sans fin qui les plonge dans un environnement phénoménologique. Voilà, je vous montre quelques variations lumineuses. Et Kusama explique au sujet de ses œuvres, je la cite, « Le visiteur crée des relations en appréhendant l'environnement depuis différentes positions et en fonction des conditions qui varient de lumière ou de contexte spatial. Car c'est le visiteur qui change la forme constamment
en changeant sa position au sein de l'œuvre. Donc cette série des Infinity Mirror Room montre la fascination de l'artiste pour les espaces infinis et les effets de perception visuelle, sonore, physique qui vont placer le visiteur dans sa propre position hallucinatoire face à la multitude de poids lumineux qui envahissent l'espace et le champ visuel et font, donc je vous le disais, à la fois du visiteur, le sujet et l'objet de l'œuvre dans une sorte de mise en abîme de la perception de son propre corps. Alors les poids lumineux vont envahir donc l'espace, submerger le visiteur qui est invité à s'oublier, à s'auto-effacer. Et donc ce n'est plus exactement, et qui va plus savoir finalement exactement où l'espace commence et où son propre corps finit. Le visiteur fait partie intégrante de l'œuvre, de l'espace, se confond avec elle et à l'instar d'Alice, sont invités à voyager dans un ailleurs, un monde parallèle et qui participe du changement de perception de soi, de la même manière qu'Alice s'interrogeait. Comme tout est bizarre aujourd'hui, alors qu'hier les choses se passaient si normalement, est-ce que par hasard on m'aurait changé au cours de la nuit? Réfléchissons, étais-je identique à moi-même lorsque je me suis levée ce matin? Je crois bien me rappeler m'être sentie un peu différente de l'Alice d'hier. Mais si je ne suis pas la même, il faut se demander alors qui je peux bien être. Ah, c'est là le grand problème. Donc l'idée, voilà, c'est de sentir, de ressentir ce changement en quelque sorte, sinon de personnalité, en tout cas peut-être d'appréhension corporelle. Alors je vais essayer de vous montrer un petit extrait justement d'une vidéo qui a été prise dans l'un des environnements. Ici, vraiment, l'idée, c'est voilà, d'avoir cet aspect onirique, presque fantastique, à travers les environnements lumineux. Et donc ce travail de création d'environnement, en fait, comme je vous l'ai dit, a commencé dès la fin des années 60, lorsque l'artiste est à New York, et elle va le poursuivre en fait également lorsqu'elle revient au Japon, donc en 1973, et qui va être en fait pour elle une période assez douloureuse et pendant laquelle elle va se consacrer en fait va laisser un peu de côté justement sa pratique picturale et autres, et se consacrer notamment à ses écrits de romans, de poèmes autobiographiques également. Et donc quelque part, il n'est pas anodin qu'en 2015, on lui propose justement, à l'occasion des 150 ans du classique de Carroll, de réaliser une nouvelle illustration graphique dans laquelle on retrouve justement cette explosion, cette folie créative de Kusama. Sur la dernière page, je vous le disais, on va retrouver cette citation « Moi, Kusama, je suis la Alice au pays des merveilles des temps modernes » que l'on retrouvait justement dans le petit flyer de la performance Anatomic Explosion. Et donc en fait l'idée va véritablement être de faire dialoguer à la fois les pages de texte qui vont être parcourues avec les motifs, les illustrations de Kusama, qu'il s'agisse donc de ces poids qui vont venir envahir le récit carolien, mais également bien évidemment
des motifs colorés, des illustrations figuratives qui vont représenter notamment les animaux, les plantes, et qui vont venir s'intercaler avec cette narration, hein, et apporter un complément visuel à l'histoire, et donc notamment aux motifs, on va dire, les plus importants du récit. Donc vous le voyez à travers ces différents exemples, là, on va avoir des couleurs extrêmement vives et chatoyantes, et un dialogue justement entre l'esthétique très typique de Kusama et également le récit de Lewis Carroll, et essayer justement de faire dialoguer ce monde à la fois fantastique et onirique. Alors, ces illustrations témoignent également de la place essentielle que la nature occupe dans l'œuvre de l'artiste, qui résonne notamment avec le jardin d'Alice, peuplé d'une faune et d'une flore riches, extravagantes et fantastiques. Et comme nous l'avons vu précédemment, le motif de la citrouille peuple l'univers de l'artiste. Il est également présent sur les pages illustrées de l'œuvre de Lewis Carroll, et il s'exprime également dans différentes installations. Tout à l'heure, je vous l'ai montré avec All the Eternal Love I Have for Pumpkins, et également dans des œuvres plus récentes du début du XXIe siècle, à travers notamment ici le motif de ces plantes et de ces fleurs qu'elle va développer de manière un petit peu plus récente, et qui vont se transformer en fait en sculptures monumentales qui sont en général pensées justement pour l'extérieur. Ici, je vous montre Flowers That Bloom at Midnight. Et qui vont être en fait des associations, qui sont des associations à la fois de formes organiques et de fleurs qui sont souvent carnivores, et à travers lesquelles Kusama va tenter de préserver un petit peu, on le voit à travers notamment le choix des couleurs et des matériaux, son esprit d'enfant. Alors ce lien avec la nature, en réalité, il est présent dès les années 60, et je voudrais juste vous montrer un petit extrait d'un film en fait qui est réalisé par Yud Jalkut en 1967 et qui s'appelle Kusama's Self-Obliteration, et j'ai en fait choisi un petit extrait dans lequel on voit justement cette harmonie, hein, ou en tout cas cette recherche d'harmonie de l'artiste avec la nature. Your
ici, on voit, hein, c'est un court extrait, un court passage du film, où on voit véritablement cette envie à la fois d'harmonie, de fusion, en fait, de l'artiste entre sa propre pratique artistique et l'environnement à la fois animal, végétal, aquatique. Et en fait, c'est une recherche d'harmonie, hein, que l'artiste a également récemment exprimée avec une exposition Cosmic Nature qui a été organisée donc au Botanical Garden de New York, dans laquelle en fait ces différentes œuvres florales et végétales entrait justement en dialogue avec l'espace, hein, du jardin et des différentes espèces présentées au jardin botanique de New York, et où on retrouve justement ces différents environnements, que ce soit ici une Infinity Mirror Room ou également le motif, hein, de la citrouille dans cette Dancing Pumpkin qui date de 2021. Alors, voilà un petit panorama, hein, des œuvres de Yayoi Kusama entrant en dialogue avec l'œuvre de Lewis Carroll et le personnage d'Alice, qui, comme on l'a vu, hein, ont parcouru une grande partie de ses créations de façon plus ou moins directe et plus ou moins évidente, de simples allusions visuelles à une véritable incarnation même du personnage, de motifs picturaux récurrents à de véritables environnements immersifs, dans une recherche d'harmonie artistique et naturelle. Alors, l'autre point qui reste très important, c'est cette folie revendiquée de Kusama, hein, qui participe bien évidemment à l'écriture de sa propre légende et va venir légitimer ses revendications aliciennes, une folie créatrice, une folie douce permettant de combattre un sentiment de désintégration devant la prolifération d'un univers invisible et sa peur d'y être englouti. Je conclurai avec un dernier exemple qui est une sorte d'expérimentation un petit peu ultime d'un corps désubjectivé, de l'expérience d'un monde de l'autre côté du miroir, puisque en fait c'est la participation de Kusama dans l'exposition de sa sculpture Pumpkin à l'IGC Museum, qui est en fait un espace d'exposition virtuel qui n'existe donc que dans le monde numérique, de l'autre côté de l'écran où pourrait basculer une Alice 2.0. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marie-Laure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous pourrez poser des questions aussi après, hein, évidemment, il n'y a pas de problème. T'avais dit ? Bon, c'est une façon d'amorcer. Merci beaucoup pour cette plongée. À la fois, dans le monde de la folie aussi, puisque dans l'exposition sur Alice, on avait laissé une petite place, mais peut-être c'était pas très visible ce matin, à la question du passage dans des dans des états modifiés de conscience, et notamment, par exemple, Antonin Artaud, à la fin des années 40, grâce à l'action de Gaston Ferdière, son médecin psychiatre, on lui a donné des textes de Lewis Carroll pour qu'il puisse s'adonner à la traduction. Alors bien sûr, c'est une traduction qui ne suit pas à la lettre, disons, le texte de Lewis Carroll, mais qui permet, par le biais du travail sur le langage, eh bien, de sortir de ce monde de la folie, en tout cas pour Artaud, et de revenir vers des sphères, disons, enfin vers un monde, le monde dans lequel nous sommes nous-mêmes. Donc il y a cette idée toujours de la folie, hein, qui rencontre aussi l'univers de Lewis Carroll, comme chez Yayoi Kusama, et aussi dans l'exposition on a montré des dessins de Uni Kazurn, qui est une plasticienne, enfin une poétesse d'abord, mais aussi une plasticienne qui a beaucoup dessiné et qui elle-même se sert du dessin ou de l'écriture comme un support d'inscription au moment même où elle traverse elle-même des crises schizophréniques qui l'amènent dans un monde où la lucidité s'est progressivement perdue au profit d'autres choses. Et cette ouverture sur ces autres mondes
cette ouverture est retranscrite donc sur les supports textuels, donc dans ces textes, par exemple Sombre printemps, ou dans les dessins qui sont eux-mêmes exposés. Donc il y a ce rapport à la folie que tu as très bien montré avec Yayoi Kusama. Voilà, c'est juste un commentaire pour dire que cet aspect qui est beaucoup moins visité, finalement est tout aussi intéressant, hein, cette approche psychanalytique, cette réinjection en tout cas de la psychanalytique, la psychanalyse veut dire dans l'étude de Lewis Carroll. Et d'ailleurs, je crois que Barbara, on aura une intervention, une conférence sur le sujet. Voilà, tu peux peut-être le dire. Je ne sais plus quelle est la date exacte, pardon, je crois que c'est en janvier. Il y a une intervention de Sophie Maréma-Laval, hein, qui a déjà beaucoup effectivement aussi travaillé sur Lewis Carroll et sur la folie, la psychanalyse aussi. Voilà, je vous donnerai une date peut-être plus précise, mais je crois que c'est en janvier, en fait, à 18h. Oui, mais je sais, il n'y a pas de réponse à apporter, mais effectivement, non, mais c'est vrai que, en préparant la communication, effectivement, c'est quelque chose qui est devenu frappant et évident justement, et en relisant Alice au pays des merveilles, où effectivement tout le monde est complètement fou, et effectivement chez Yayoi Kusama, on a cet emprunt visuel, iconographique à Carroll, mais cette importance chez elle de la folie qui est un moteur créateur en fait est présent. Et un peu effectivement comme tu disais, l'idée aussi de profiter des crises de folie pour se mettre à créer et à peindre notamment. Ouais.